À IAM, j'ai écrit cette pièce à la suite d'un voyage que j'ai fait grâce à un dispositif qui est mis en place par le théâtre de la Tête Noire à Saran, théâtre dirigé par Patrice Douchet, et ce dispositif s'appelle Partir en écriture. Il s'agit de proposer à un auteur dramatique de choisir une destination quelque part dans le monde, d'y passer une dizaine de jours et puis de revenir avec une idée de pièce et puis de travailler cette pièce à la suite du voyage. Je connaissais le dispositif parce que j'en avais entendu parler et je m'étais interrogé avant même que Patrice ne m'appelle sur la destination que moi j'aurais choisie, ou je choisirais le jour où le coup de fil me serait passé, peut-être. Et en fait, il y avait plusieurs possibilités, mais le Mexique revenait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Notamment parce qu'on était à ce moment-là en 2012 et que c'était l'affaire de la fin supposée du calendrier Maya qui devait nous, nous faire plonger dans la fin du monde. Donc le calendrier Maya s'interrompait au solstice d'hiver 2012 et le fantasme occidental, parce que c'était un fantasme occidental, ce qui m'a été confirmé après par les discussions que j'ai eues là-bas, nous annonçait à grand renfort de cris que c'était parce que la fin du monde arrivait. Donc, ce qui m'interrogeait là-dedans, moi, c'était le rapport, notre propre rapport d'occidentaux à la mort, et j'avais envie de le confronter au rapport à la mort des Mexicains d'aujourd'hui et aussi des Mexicains d'hier. Je m'intéressais déjà un peu à la civilisation maya, civilisation très, très avancée, disparue assez vite. Dès le 9e siècle, la civilisation maya avait quasiment disparu. Lorsque les conquistadors sont arrivés, ils n'ont découvert des villes mayas que des cités qui étaient recouvertes déjà par la forêt vierge. Voilà, ce rapport, ce questionnement sur la mort qui intéresse de toute façon toujours les auteurs dramatiques a été moteur dans le choix que j'ai fait, puisque un jour, Patrice Douchet m'a appelé et m'a dit voilà, est-ce que tu connais ce dispositif? Est-ce que ça t'intéresserait d'y participer et de choisir une destination au cours de l'année prochaine? Donc j'étais vraiment très très enthousiaste. Et j'ai donc confirmé, je me suis confirmé à moi-même et j'ai confirmé à Patrice que je souhaitais partir au Mexique et plus précisément dans le Yucatan, qui était la région des Mayas. Donc voilà, c'était un voyage qui durait sur une dizaine de jours. J'ai commencé par quelques jours à Mexico pour visiter le Musée national d'anthropologie, qui consacre quelques-unes de ses salles à la civilisation maya. Et puis ensuite, je suis parti pour Mérida. J'avais préparé mon séjour là-bas, c'est-à-dire que j'avais des points de chute et puis des personnes que je souhaitais rencontrer. J'ai été notamment accueilli par une autrice dramatique mexicaine d'origine maya qui s'appelle Conchi Leon et qui m'a orienté, qui m'a permis de rencontrer des descendants des Mayas, des Mexicains d'aujourd'hui, et puis de découvrir à la fois la ville de Mérida, la région du Yucatan, et puis, euh, et puis cette espèce de grand écart entre une population autochtone et une population qui est venue d'ailleurs. J'ai senti ça très très fort dans l'air, dans les villes, dans les campagnes, dans ce qui fait le Mexique d'aujourd'hui. Je sentais très très fort en moi cette espèce de dualité, cette espèce de fracture, d'amalgame en même temps, parce que ça fonctionne, même si ça fonctionne avec une certaine violence, mais ça fonctionne quand même, parce que la civilisation mexicaine d'aujourd'hui, elle est faite des apports des civilisations d'hier. Euh, on n'a pas tout à fait ce rapport-là, nous, Européens, Français. On n'a pas tellement ce rapport à une civilisation autochtone qui était là avant. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas tellement. C'est une chose que j'avais pu ressentir au Québec, mais que j'ai ressenti à une puissance 1000 au Mexique. Voilà, et donc j'ai passé
une dizaine de jours, non pas à écrire, à prendre des notes. J'ai retrouvé mon petit carnet de voyage, à prendre des notes, à rencontrer des personnes, à essayer de comprendre ce que c'est que ce pays, que cette civilisation, euh, et à interroger les Mexicains sur leur rapport à la mort et sur leur vision de notre fantasme d'occidentaux sur cette supposée fin du monde. Alors, cette question du suicide des adolescents, en fait, lorsque j'ai annoncé à mes interlocuteurs mexicains que je venais dans le Yucatan, l'un d'eux, qui est par ailleurs metteur en scène à Mexico, qui s'appelle Boris Schumann, m'a dit: mais c'est incroyable que tu ailles là-bas au Yucatan. Est-ce que tu sais que d'abord le taux de suicide des adolescents mexicains est l'un des plus importants taux de suicide des adolescents d'Amérique, et parmi les adolescents mexicains qui se suicident, les descendants des Mayas, les Yucatèques, en fait, les Mexicains du Yucatan, se suicident énormément. C'est au Yucatan qu'il y a le plus grand nombre de suicides d'adolescents, malheureusement. Donc je ne savais absolument pas ça. Et lorsque je suis arrivé, Conchi León est venu m'accueillir à l'aéroport, à Mérida, et tout de suite on m'a dit: on t'emmène voir un spectacle. Donc j'avais même pas eu le temps de déballer mes affaires. Je suis arrivé dans un théâtre à Mérida, ne sachant pas ce qu'on m'emmenait voir comme spectacle, et lorsque je suis arrivé, j'ai vu une file d'adolescents, spectateurs adolescents, attendre. Et le spectacle a commencé, les adolescents sont rentrés, je me suis installé, et là j'ai eu un choc, parce que j'ai compris très vite qu'il s'agissait d'un spectacle sur le suicide des adolescents, qui était assez marquant, frappant. C'est-à-dire qu'on comprenait tout de suite, même pour moi, spectateur français qui parle assez mal l'espagnol, qui l'ai appris sur le tas, notamment au cours de cette semaine là-bas, j'ai compris très vite ce dont il retournait. Il y avait un silence pesant dans la salle. On voyait, je me souviens, on voyait des comédiens qui étaient sur le plateau, qui venaient tour à tour raconter quelque chose, raconter un bout de vie. Cette vie tout à coup s'interrompait, c'est-à-dire que la prise de parole du comédien s'interrompait, et le comédien en fait s'emparait d'une cassette, alors les vieilles cassettes qu'on avait avant avec les bandes, et puis déroulait cette bande et finissait par l'accrocher dans le faux plafond. Il y avait un faux plafond qui était dans le décor, et on avait au fur et à mesure toute une série de cassettes qui étaient en fait des morceaux de vie en fait, qui pendaient les unes à côté des autres. Et puis du faux plafond surgissaient aussi des cordes de pendus, des cintres sur lesquels étaient suspendus des robes, des vêtements. Donc on avait toute une série de pendaisons. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça m'a profondément interpellé cette histoire, c'est-à-dire que parmi les adolescents qui se suicident, la majeure partie d'entre eux choisit la pendaison. Évidemment, ça bouleverse la société mexicaine contemporaine, qui se mobilise pour essayer de savoir d'abord pourquoi cet état de fait, et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'enrayer et pour venir en aide aux adolescents. Le sujet n'est absolument pas tabou, effectivement. On en parle. On en parle aux adolescents. Je me disais, lorsque je regardais ce spectacle, je me disais, mais je ne suis pas certain qu'un tel spectacle pourrait exister actuellement en France. Je pense qu'il y aurait un tas d'a priori et de réserves de la part des directeurs de théâtre, des professeurs, des adultes, des parents, peut-être des adolescents eux-mêmes, alors que là-bas, ça semblait pas poser de problème. Là-bas, la mort fait partie de la vie. Je l'ai senti et je l'ai compris assez vite. Mon voyage a correspondu avec la fête des morts. J'avais un temps pensé à l'organiser autour du solstice d'hiver, et puis une partie de moi a dit, bon, peut-être que si jamais cette histoire est vraie et que c'est vraiment la fin du monde, peut-être que je vais pas avoir envie de vivre la fin du monde là-bas au Mexique, loin de mes proches. Donc on va peut-être pas déconner quand même. Donc je vais l'avancer de quelques semaines, et puis le faire coïncider avec la fête des morts. Et cette fête des morts qui est un moment de festivité, alors qui correspond à notre Toussaint dans
au niveau des dates, mais qui n'est pas vécu du tout de la même façon que notre Toussaint. Là-bas, on fête vraiment les morts et on fête aussi les vivants. Donc ça se passe, alors, en fonction des régions mexicaines, ça se passe soit dans les cimetières, on festoie sur les tombes, autour des tombes, on chante, on danse, on rit, on mange, on boit, ou ça se passe dans les rues et on installe des autels en face de chacune des maisons sur lesquels on installe des offrandes aux morts et aux vivants, aux dieux. C'est une fête qui mélange le sacré et le profane et qui est une fête profondément joyeuse. Donc la mort au Mexique fait partie de la vie, ce qui permet d'évacuer tout tabou, puisque la mort, on n'en a pas peur, la mort, elle est là. La société mexicaine d'aujourd'hui, celle d'hier, est une société assez violente. Mais enfin, on fait avec cette violence. On fait avec cette violence qui parfois mène à la mort. Et le meilleur moyen de ne pas avoir peur de la mort, c'est de la regarder en face. Donc du coup, il n'y a plus de tabous. Les tabous volent en éclats et on peut parler de la mort, de la violence, des raisons pour lesquelles les adolescents se suicident, de ce qu'il faudrait faire pour enrayer la chose, parce que même si on n'a pas peur de la mort, on est quand même malheureux de voir les jeunes se pendre. Et donc voilà, il y a une vraie mobilisation de l'ensemble de la société. C'est une chose qui m'a, moi, complètement bouleversé. Quand je suis sorti de ce spectacle et que j'ai vu que les adolescents prenaient la parole lors du débat, que manifestement ça leur posait pas de problème et que voilà, il fallait tous ensemble essayer de se mobiliser pour essayer de faire en sorte que les choses ne se passent plus de la même façon au niveau des suicides adolescents. Et c'est une chose que j'ai pu évoquer avec les personnes que j'ai rencontrées au cours de mon voyage. Alors moi, je parle très mal l'espagnol, je me suis fait violence. Alors je parle très mal l'espagnol parce que je ne l'ai pas appris au lycée, enfin bon bref, mais je me suis fait violence, c'est-à-dire que je suis allé au devant des personnes que j'ai croisées dans la rue, que j'ai croisées au cours des déplacements que j'ai faits dans le Yucatan. Et je me souviens par exemple je suis allé dans une petite ville qui est à une trentaine de kilomètres de Mérida, et qui est une ville absolument ahurissante, ça s'appelle Izamal. On m'avait conseillé d'aller dans cette ville. On m'avait dit, tu verras, là-bas, il y a au centre de la ville un couvent espagnol du XVIe siècle, tu ne peux pas le louper, et il a été construit en lieu et place des pyramides mayas. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est-à-dire que les pyramides mayas ont été rasées et on s'est emparé des pierres qui les composaient pour construire des couvents, des églises. Et on m'a dit, ce qui est intéressant à Izamal, c'est que non seulement il y a ce couvent espagnol du XVIe siècle, mais reste quand même une pyramide maya qui lui fait face. Et c'est, dans le paysage, c'est absolument incroyable, parce qu'on sent comme des forces, voilà, mais je ne sais pas, des forces telluriques, des forces, enfin, il y a des énergies contradictoires, et une espèce de truc absolument dingue entre ce couvent du XVIe siècle et cette pyramide maya. Donc je suis allé visiter le couvent du XVIe siècle, hyper chargé dans l'intérieur de l'église, bon, bref, et je me suis rendu à la pyramide maya. Et là, en grimpant sur cette pyramide, il y a différents degrés, et à un moment donné, il y a une espèce de terrasse avec des arbres, et là, je vois un groupe de jeunes, des ados. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, rassemble tes quelques mots d'espagnol et va les voir. Et donc je m'approche d'eux, je leur explique que je suis auteur, que je suis là pour travailler, réfléchir autour de cette question du suicide des adolescents et du rapport des Mexicains d'aujourd'hui à la mort et du rapport des Occidentaux à la mort, du rapport des Français à la mort. Et je leur dis, voilà, je travaille notamment sur le suicide des adolescents. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Et là, les voilà qui me racontent, mais vraiment
comme s'il me parlait d'autre chose, enfin de sujets d'une banalité quotidienne, et voilà, qui s'engagent dans, dans comment eux reçoivent ça, que oui, ils sont au courant, qu'ils peuvent m'expliquer les raisons, qu'il y a des gros problèmes de relations entre les parents et les adolescents, qu'il y a de gros problèmes sociaux, il y a de gros problèmes d'alcool, il y a de gros problèmes de chômage. La plupart des familles, et notamment les familles qui descendent quasiment en ligne directe des Mayas, parce que, je fais une parenthèse, la civilisation maya n'existe plus, mais bien évidemment les descendants des Mayas existent encore, le sang maya est encore présent dans les Mexicains d'aujourd'hui. Et donc les familles mayas sont les familles les plus pauvres. Parmi les plus pauvres, ce sont les personnes qu'on voit mendier dans la rue, ce sont les personnes qui occupent des emplois peu rémunérateurs, ce sont les balayeurs des rues, les femmes de ménage, et ce sont les parias de la société mexicaine encore aujourd'hui. Et donc ces familles n'ont pas les moyens de vivre, ou ont les moyens de vivre mal, et donc du coup ça crée des problèmes, des problèmes sociaux, des problèmes d'identification de ces adolescents qui ne voient pas d'avenir. L'inceste est aussi très très présent. Et donc ces adolescents que j'ai rencontrés me racontaient tout ça, mais avec une liberté de ton, mais qui en même temps que j'ai trouvé saine. J'ai trouvé ça très sain, parce que ces adolescents, ben voilà, ils en parlent. Et quand je leur ai demandé pourquoi ils se réunissaient, eux, là, sur cette pyramide Maya, pourquoi ils choisissaient pas une rue du centre-ville, une place de centre-ville, la gare, pourquoi ils venaient là? Ils m'ont dit, mais on vient là parce que c'est tranquille. On vient là parce qu'on s'y sent bien. Il y a de bonnes ondes. Il y a de bonnes ondes sur cette pyramide Maya. On s'y sent bien, on s'y sent libre. Alors ils ne sont pas allés jusqu'à me dire ça nous reconnecte avec notre passé. Ça c'est moi qui extrapole peut-être un peu, mais et puis alors ce qui était assez vertigineux, c'est que tout à coup ils ont eu un petit sourire après avoir parlé des problèmes d'alcoolisme, d'inceste, de manque de perspective d'avenir, de pauvreté. Les voilà qui tout à coup me disent, ben oui, ici on est tranquille pour faire ce qu'on veut. Et les voilà qui sortent une grosse bouteille de bière et d'autres bouteilles de bière et qui me disent, mais voilà, on boit, nous, on boit, on boit. Et c'était assez vertigineux parce que ces ados qui étaient absolument magnifiques, euh, avec une beauté physique. Les traits des Mayas sont vraiment particuliers, mais avec une beauté physique, mais une beauté intérieure. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ces ados, je les retrouverais, je pourrais les retrouver où je vois leurs parents, leurs oncles et tantes, dans la rue. Et que ce qui est très frappant au Mexique, en Amérique, mais ça vient en Europe aussi ça maintenant, c'est que les jeunes sont magnifiques, et puis plus les gens avancent en âge et plus les gens grossissent. Parce qu'ils mangent n'importe quoi, parce qu'on se jette sur la nourriture. Alors il y a des étals de nourriture partout dans les rues, mais bon, c'est extrêmement gras. Donc il y a cette espèce de fuite en avant comme ça, où comme si on ingurgitait, on ingurgite ce qui passe à portée de main, parce qu'il faut absolument calmer quelque chose. Et donc ces mêmes jeunes adolescents que je voyais si beaux, si frêles, si pleins de vie, je me disais, mais mon Dieu, dans quelques années, ils vont exploser. Il y a deux raisons qui m'ont motivé à aller farfouiller de ce côté-là. D'abord, l'intérêt que j'éprouve pour le travail auprès des adolescents. Ça fait un certain nombre d'années que j'écris pour les ados. C'était pas prémédité. Il s'est trouvé vraiment que les pièces que j'ai écrites, les premières pièces que j'ai écrites dans mon parcours d'auteur,
ont plu d'emblée aux adolescents. Et du coup des compagnies qui travaillent pour les adolescents m'ont passé des commandes, etc. Évidemment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais tiens, pourquoi mes pièces plaisent aux ados et, et est-ce que moi, je trouve ça intéressant que mes pièces plaisent aux ados? Est-ce que j'ai envie d'aller dans cette direction-là? Et en fait, mais j'ai répondu assez vite oui à ces questions, c'est-à-dire que euh, je me suis revu, moi, adolescent. Euh, Comme tout adolescent, fragile, euh, indécis, euh, traversé par la peur du monde, des autres, de l'avenir, mais avec quand même une espèce de feu intérieur sur le fait de vivre ma vie. Je voulais vivre ma vie et je voulais avoir la force de d'aller jusqu'au bout de ça, d'aller jusqu'au bout de ce combat-là et d'imposer à moi-même d'abord, enfin, d'être au cœur de moi-même, au plus près de ce que je sentais à l'intérieur de moi. Et ça, je crois que c'est un combat que tout adolescent a à mener. Et je pense que ce combat, il est beaucoup plus difficile en 2020 que ce que moi j'avais vécu, que ce que ma génération a vécu, même si ma génération a vécu le début des crises économiques, bon, le sida, enfin, mais ce qui se passe maintenant, voilà, avec tout ce qu'on sait, les crises économiques, sociales, politiques, sanitaires, maintenant, ce qu'on a vécu un peu avec le sida, mais maintenant ça prend une proportion absolument gigantesque. Je pense que être adolescent en 2020, c'est devenu quelque chose, c'est pas simple, c'est tout sauf simple. Et avoir à mener ce combat pour coller au plus près de ce qu'on est, avoir à le mener vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, parce que c'est quelque chose qu'on impose entre guillemets aux autres. C'est un combat qu'on mène contre sa famille, qu'on peut être amené à mener contre sa famille, contre les camarades, c'est-à-dire oser faire un pas de côté, oser imposer une différence de pensée, d'être, de caractère, de projet de vie. Mais je pense que ce combat-là, pour les adolescents aujourd'hui, c'est tout sauf simple. Et moi, ce combat-là, il est au cœur de mon travail. L'émancipation des adolescents, de tout être humain, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Et je pense que l'écriture dramatique, qui met des mots sur ces différentes crises, qui met des mots sur la crise économique, sur la crise sanitaire, sur la crise sociale, cette écriture dramatique, elle est fondamentale. Parce que mettre des mots, c'est pouvoir formuler les problèmes, et c'est pouvoir, du coup, les identifier et les dépasser. Et donc, quand j'ai moi-même identifié ça, ce goût que j'avais pour travailler vers les adolescents, pour les adolescents, autour de l'adolescence, et cette nécessité de ce combat-là, que je mène à la fois en tant qu'artiste et en tant qu'adulte. Je me sens une double responsabilité, la responsabilité de l'auteur et la responsabilité de l'adulte. Et pour moi, ces deux responsabilités, elles sont au cœur de ma vie. Donc, oui, ça me plaît. C'est plus que me plaire, je trouve que c'est une identité, ce travail autour de l'adolescence. Et la deuxième raison, c'est le rapport à la mort. L'écriture, c'est un rapport à la mort, parce que c'est mettre sur le papier, c'est garder une trace du temps présent, ce qui est une façon de vaincre la mort. Le théâtre qui agit ici et maintenant, c'est aussi une façon de lutter contre la mort. Et donc pour moi, ce double rapport adolescence et rapport à la mort, voilà, je mène ces combats-là par le biais des mots, en fait. Et donc quand je suis allé
à Mérida, je suis allé avec tout ça en bandoulière, avec ce double combat. Alors, il y a deux choses là-dedans. Déjà, d'apprendre que la pièce est montée, euh, c'est c'est bah, c'est formidable parce que un auteur de théâtre, il écrit pour que sa pièce parvienne au plateau. Le chemin est long entre ça, les notes qu'on prend au cours d'un voyage, au cours duquel on n'écrit même pas encore la pièce, et puis le moment où on se retrouve sur le plateau. Là, je suis sur le plateau qui aurait dû être le plateau de la création, mais enfin bon. Donc, le chemin est long, les auteurs contemporains savent que le chemin est long entre l'écriture d'une pièce et sa création sur le plateau. Euh, Moi, j'ai de la chance parce que mes pièces, la plupart d'entre elles ont trouvé le chemin du plateau, ont été jouées. Ce n'était pas encore le cas d'Ayam. Euh, D'ailleurs, peut-être pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être que ce côté tabou qu'on a évoqué à l'instant, là, peut-être qu'il a joué dans le fait que la pièce a tardé à trouver sa metteuse en scène, en l'occurrence, pour la création, Cécile Tourdesol. Euh, bon, mais en tout cas, voilà, le chemin trouve son aboutissement, le chemin de l'écriture trouve son aboutissement vers le plateau, sur le plateau. Parce que tant qu'une pièce n'est pas représentée, tant qu'elle n'a pas été incarnée par les corps des comédiens, tant que les mots n'ont pas été proférés et mis en bouche par les comédiens et donnés au public, elle n'existe pas vraiment, elle n'existe pas totalement, même si les auteurs d'aujourd'hui revendiquent le côté littéraire des textes. Moi, je suis très content quand Hayam est édité, ce qui pose le côté littéraire de la chose. C'est une pièce de théâtre, c'est un livre, ça peut se lire, donc ça pose le côté littéraire de la chose, j'y suis attaché, comme beaucoup d'auteurs contemporains, mais il y a une dimension, il y a un aboutissement qui est celui du plateau. Donc d'apprendre que la pièce enfin trouve sa metteuse en scène, sa compagnie, l'art mobile et des moments de création, des dates de création, des coproducteurs, ça pour un auteur c'est formidable. Euh, c'est une pièce à laquelle j'attache beaucoup d'importance parce qu'elle a été écrite d'une façon particulière et que ce voyage que j'ai vécu, ça restera un grand moment dans mon parcours d'auteur et donc ça renforce euh, le. Alors, je cherche le mot pour savoir. C'est pas uniquement le plaisir de l'auteur à voir sa pièce jouée, mais euh, ça renforce la plénitude de sentir que, ok, ça y est, quelque part, ça aboutit mon travail. Mon travail est abouti parce que la pièce est créée. D'apprendre qu'elle est créée pour ne pas être jouée, puisque on a été rattrapé par le deuxième confinement. Premier confinement au cours des répétitions et deuxième confinement au moment où ça devait se créer. C'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur pour tout le monde. C'est un crève-cœur pour l'auteur que je suis, mais c'est encore plus un crève-cœur, je pense, pour les comédiens, pour la metteuse en scène, pour l'équipe de création. Parce que pour moi, c'est un crève-cœur, mais voilà, la chose est là, ça va se faire, c'est reculé dans le temps. Euh, mais les comédiens ont affaire avec une immédiateté, un rapport au temps qui n'est pas tout à fait celui de l'auteur. Ils ont été interrompus à 48 heures, ou enfin, peut-être pas j'exagère, mais enfin quelques jours de la première, hein, à une semaine de la première, c'est rien. Une semaine de la première, c'est couper l'herbe sous le pied d'une équipe de création, c'est interrompre un comédien dans son élan, une équipe dans son élan, et ça, ça, je me mets à leur place, c'est forcément compliqué pour eux. Euh, L'auteur aussi est interrompu dans son élan, puisque c'est l'élan de l'aboutissement où il se dit ok, ça y est, dans une semaine la pièce est créée. Et voilà, mon élan a aussi été interrompu, mais j'ai un rapport au temps qui est différent. Donc je peux accepter de patienter encore et de me dire ok, c'est repoussé l'an prochain. Ah,
c'est dommage parce que c'était maintenant que ça devait se jouer et je m'étais préparé moi aussi à ce que ça se joue maintenant. Mais je peux accepter que ça... Et on est bien obligé de faire en sorte d'accepter que ça soit repoussé à l'an prochain. Mais la vie de l'auteur, elle est faite de patience. On est sur le rapport au temps long, entre le moment des projets qui tournent dans notre tête et les moments où on les jette sur le papier ou dans les ordinateurs. Il y a parfois des années qui s'écoulent et l'écriture d'une pièce, ça peut aussi s'échelonner sur plusieurs années. Donc on a l'habitude de ce rapport au temps long euh, et, de patienter et de faire avec l'écoulement du temps. Mais c'est du théâtre que tu écris, donc c'est quand même pour une rencontre c'est du théâtre que j'écris, c'est fait pour rencontrer le public. Donc effectivement, là, quand je dis qu'on est interrompu dans notre élan, c'est que ça ne peut pas être porté au public, momentanément, puisqu'on est dans le confinement, et qu'il faut reporter cette présentation au public. Donc oui, forcément, il y a un rapport qui est interrompu, qui est coupé net. C'est une frustration, bien évidemment. Mais comme toute frustration, il va falloir faire avec. Mais comme on sait que la création aura lieu, et qu'elle n'est que reportée, même si c'est dans un an, ça paraît loin. Mais finalement, c'est pas si loin que ça. Il y a une perspective quand même. Comme on sait que la perspective est là, on peut faire avec la frustration. Ce serait compliqué de se dire, voilà, on arrête là, et il n'y aura pas de ce dialogue avec le public. Mais ça ne sera pas le cas puisqu'il aura lieu.